L'Assemblée va à présent entendre un discours de son Excellence Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Je prie les services du protocole d'accompagner son Excellence à la tribune. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à son Excellence Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Je vous en prie. Madam President. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les dirigeants du monde, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, il y a un an, j'ai pris la parole ici, dans cette grande salle, pour la première fois. J'ai parlé des menaces qui planaient sur notre monde et j'ai présenté une vision pour un avenir plus radieux pour toute l'humanité. Aujourd'hui, je prends la parole à l'Assemblée générale des Nations unies pour vous présenter les progrès extraordinaires que nous avons accomplis. En moins de 2 ans, mon administration a accompli plus que presque toute autre administration dans l'histoire de notre pays. C'est vrai. Je ne m'attendais pas à cette réaction, mais très bien. L'économie américaine connaît un essor sans précédent. Depuis mon élection, nous avons ajouté 10 000 milliards de dollars à notre richesse. Notre bourse a atteint un niveau sans précédent et le taux de chômage connaît son taux le plus bas en 15 ans. Les Afro-Américains, les Hispano-Américains, les Asio-Américains ont tous obtenu les meilleurs résultats jamais enregistrés. Nous avons créé de nouveaux emplois, dont un demi-million d'emplois dans le secteur industriel. Nous avons promulgué les plus grandes réductions d'impôts dans l'histoire des États-Unis. Nous avons lancé la construction d'un mur à la frontière. Nous avons renforcé la sécurité de nos frontières. Nous avons obtenu un financement record pour notre armée, 700 000 milliards de dollars. 700 milliards de dollars cette année, 710 milliards l'année prochaine. Notre armée sera bientôt plus puissante qu'elle ne l'a jamais été. En d'autres termes, les États-Unis sont plus forts, plus sûrs, plus riches qu'ils ne l'étaient lorsque j'ai pris mes fonctions il y a moins de 2 ans. Nous défendons l'Amérique, nous défendons le peuple américain et nous défendons également le monde. Ce sont d'excellentes nouvelles pour nos citoyens et pour les personnes éprises de paix dans le monde entier. Nous pensons que lorsque les pays respectent les droits de leurs voisins et défendent les intérêts de leur peuple, alors ils peuvent travailler de concert pour garantir la sûreté, la prospérité et la paix. Chacun d'entre nous ici est l'émissaire d'une culture distincte, d'une histoire riche et de personnes que relient des souvenirs, des traditions, des valeurs qui transforment nos pays respectifs. C'est pourquoi l'Amérique choisira toujours l'indépendance et la coopération plutôt que la gouvernance internationale, le contrôle et la domination. J'honore le droit de toutes les nations dans cette salle à poursuivre ses propres traditions, à défendre ses propres cultures. Les États-Unis ne vous diront pas comment travailler, comment vivre
ou comment croire. Nous vous demandons simplement que vous respectiez notre souveraineté de Bruxelles à Varsovie en passant par Tokyo et Singapour. J'ai eu le grand honneur de représenter les États-Unis à l'étranger. J'ai noué des liens étroits, des grandes amitiés, de formidables partenariats avec les dirigeants de nombreuses nations dont les dirigeants sont représentés ici, et notre approche a été synonyme de grands changements. En soutenant les pays ici, nous avons pris contact avec la Corée du Nord pour remplacer le spectre du conflit par un nouvel élan courageux pour la paix. En juin, je me suis rendue à Singapour pour rencontrer en personne le dirigeant nord-coréen, le président Kim Jong-un. Nos conversations ont été très productives. Nous avons convenu qu'il allait dans l'intérêt des deux pays de promouvoir la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Depuis cette réunion, des mesures encourageantes ont déjà été prises, des mesures qu'il aurait été bien difficile d'imaginer il y a peu encore. Les missiles et les roquettes ne volent plus tous azimuts, les essais nucléaires ont cessé, certaines installations militaires sont déjà démantelées. Nos otages ont été libérés et, comme promis, les dépouilles de nos héros tombés au champ d'honneur sont revenus aux États-Unis pour qu'ils puissent reposer en paix sur le territoire américain. J'aimerais remercier le président Kim pour son courage et pour les mesures qu'il a prises, même s'il reste encore beaucoup à faire. Les sanctions resteront en place jusqu'à la dénucléarisation. J'aimerais également remercier les nombreux États membres qui nous ont prêté leur concours pour que nous puissions en arriver là. C'est un moment bien plus important que ce que l'on pourrait croire, bien plus important. Nous avons tous besoin d'un soutien majeur à l'avenir. J'aimerais remercier le président Moon de la Corée du Sud, le Premier ministre Abe du Japon et le président Xi de la Chine. Au Moyen-Orient, notre nouvelle approche porte également ses fruits. Des changements historiques se produisent. Après mon voyage en Arabie Saoudite l'année dernière, les pays du Golfe ont ouvert un nouveau centre pour lutter contre le financement du terrorisme. Ils mettent en œuvre de nouvelles sanctions et collaborent avec nous pour identifier les réseaux terroristes. Ils assument davantage de responsabilités pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme dans leur propre région. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar se sont engagés à verser des millions de dollars pour aider les peuples de Syrie et de Yémen. Ils réfléchissent à plusieurs solutions pour mettre un terme à l'horrible guerre civile qui fait rage au Yémen. Au bout du compte, il incombe aux nations de la région de décider de l'avenir qu'ils souhaitent pour eux et pour leurs enfants. C'est pour cette raison que les États-Unis travaillent avec le Conseil de coopération du Golfe, la Jordanie et l'Égypte afin d'établir une alliance régionale stratégique pour que les nations du Moyen-Orient puissent prospérer et garantir la sécurité et la paix de leur pays. Grâce à l'armée des États-Unis, grâce à notre partenariat avec bon nombre de nations, je suis heureux d'annoncer que les assassins assoiffés de sang, l'EIL, ont été chassés du territoire qu'ils occupaient à une époque en Irak et en Syrie. Nous continuerons à travailler avec nos amis et nos alliés pour éviter que les terroristes disposent de financement ou de moyens pour infiltrer nos frontières. La tragédie qui perdure en Syrie nous fend le cœur. Notre objectif commun doit être le suivant, la désescalade du conflit militaire ainsi qu'une solution politique qui respecte les désirs du peuple syrien.
Ainsi, nous exhortons le processus de paix piloté par les Nations unies à reprendre, mais soyez-en assurés, les États-Unis réagiront si des armes chimiques sont utilisées par le régime Assad. Je félicite le peuple de Jordanie et des pays voisins qui accueillent des réfugiés qui fuient cette guerre civile très brutale. Comme nous l'avons constaté en Jordanie, les politiques pleines de compassion sont déployées pour héberger les réfugiés le plus près possible de leur foyer afin de faciliter leur retour et pour qu'ils puissent participer à l'effort de reconstruction. Cette approche permet également d'utiliser au mieux des ressources limitées pour prendre en charge toute personne dans le besoin. Toute solution à la crise humanitaire en Syrie passe par une stratégie visant à remédier à la situation et au régime corrompu de l'Iran. Les dirigeants iraniens sèment chaos, mort et destruction dans leur sillage. Ils ne respectent pas leurs voisins, ils ne respectent pas les frontières ou les droits souverains des nations. Au contraire, les dirigeants de l'Iran pillent les ressources de leur nation pour s'enrichir et pour semer le chaos au Moyen-Orient et au-delà. Le peuple iranien est indigné à juste titre parce que leurs dirigeants ont détourné des millions de dollars du trésor iranien. Ils ont saisi des parties importantes de l'économie. Ils ont pillé les fonds religieux, le tout pour s'enrichir et pour envoyer leurs alliés faire la guerre. Ce n'est pas une bonne chose. Les voisins de l'Iran ont payé un lourd tribut à ce programme d'agression et d'expansion. C'est pourquoi tant de pays au Moyen-Orient ont soutenu ma décision de retirer les États-Unis de cet horrible accord sur le nucléaire iranien de 2015 et de réimposer des sanctions nucléaires. L'accord iranien était une manne pour les dirigeants iraniens. Le budget militaire a augmenté de près de 40% depuis la conclusion de l'accord. La dictature a utilisé ces fonds pour créer des missiles à capacité nucléaire, pour accroître la répression interne, pour financer le terrorisme, pour financer le chaos et le massacre en Syrie et au Yémen. Les États-Unis ont lancé une campagne de pression économique pour empêcher le régime d'accéder aux fonds nécessaires pour promouvoir ses desseins sanglants. Le mois dernier, nous avons imposé de nouvelles sanctions nucléaires fortes qui avaient été levées dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien. De nouvelles sanctions seront imposées le 5 novembre et il y en aura encore d'autres. Nous travaillons avec les pays qui importent du pétrole brut iranien pour qu'ils diminuent de façon conséquente leurs achats. Les principaux soutiens du terrorisme ne peuvent pas être autorisés à détenir les armes les plus dangereuses de la planète. Un régime qui scande mort à l'Amérique, qui menace l'Israël de destruction, ne peut pas être autorisé à détenir les moyens d'envoyer une charge nucléaire sur une ville quelconque. C'est impossible. Nous demandons à tous les pays d'isoler le régime iranien aussi longtemps qu'il poursuivra ses agressions et nous demandons à toutes les nations de soutenir le peuple iranien qui lutte pour s'approprier à nouveau leur destin religieux et juste. Nous avons pris une autre mesure importante au Moyen-Orient cette année en reconnaissance de la décision par tout État
de décider de sa capitale. J'ai déplacé l'ambassade américaine en Israël. Les États-Unis sont attachés à la paix et à la sécurité dans la région, notamment la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Cet objectif peut être promu en reconnaissant les faits évidents. Le réalisme de principe des États-Unis signifie que nous ne nous laisserons pas prendre en otage par d'anciens dogmes, des idéologies discréditées et des soi-disant experts dont on a démontré les erreurs au fil des années, à maintes reprises. C'est vrai non seulement pour les questions touchant à la paix, mais aussi pour les questions touchant à la prospérité. Nous pensons que le commerce doit être juste et réciproque. Les États-Unis ne se laisseront pas exploiter plus longtemps. Pendant des décennies, les États-Unis ont ouvert leur économie, la plus grande économie sur Terre et de loin, avec peu de conditions. Nous avons autorisé les biens étrangers à entrer librement dans notre pays. Or, d'autres pays ne nous ont pas accordé un accès juste et réciproque à leur marché en retour. Certains pays ont choisi d'utiliser le dumping, de subventionner leur secteur industriel, de manipuler leurs devises pour obtenir des avantages injustes. Par conséquent, le déficit commercial des États-Unis a atteint près de 800 milliards de dollars par an. C'est la raison pour laquelle nous renégocions systématiquement de mauvais accords, des accords brisés. Nous avons lancé un nouvel accord commercial entre le Mexique et les États-Unis. Et hier, j'étais avec le président Moon pour annoncer la conclusion du tout nouvel accord commercial entre la Corée du Sud et les États-Unis. Ce n'est qu'un début. Beaucoup de nations dans cette salle en conviendront. Le système commercial mondial nécessite un changement. Par exemple, des pays qui ont été admis à l'Organisation mondiale du commerce, alors qu'ils violent tous les principes sur lesquels cette organisation est fondée. Les États-Unis et bien d'autres nations respectent les règles. Or, ces pays utilisent la planification étatique et les entreprises publiques pour truquer le système à leur profit. Ils se livrent à un dumping incessant, à des transferts de technologies forcés et au vol de propriété intellectuelle. Les États-Unis ont perdu près de 3 millions d'emplois industriels, près d'un quart des emplois dans le secteur de l'acier et 6 000 usines une fois que la Chine est devenue membre de l'OMC. Nous avons enregistré 13 000 milliards de dollars en déficit commercial au cours des 20 dernières années. Mais nous ne tolérerons plus de tels abus. C'est terminé. Nous n'autoriserons plus que nos employés soient des victimes, que notre richesse soit pillée et transférée. L'Amérique ne s'excusera jamais parce qu'elle protège ses citoyens. Les États-Unis viennent d'annoncer des droits de douane pour 200 milliards de dollars supplémentaires pour des biens fabriqués en Chine, pour un total jusqu'ici de 250 milliards de dollars. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'affection pour mon ami, le président Xi, mais je lui ai dit clairement, notre déséquilibre commercial est tout simplement inacceptable. Les distorsions commerciales de la Chine et la façon dont la Chine travaille n'est tout simplement pas tolérable. Comme mon administration l'a montré, l'Amérique agira toujours pour défendre nos intérêts nationaux. L'année dernière, j'ai pris la parole à cette assemblée et j'ai dit que le Conseil des droits de l'homme était devenu une source de honte pour cette institution, protégeant
des acteurs qui violent gravement les droits de l'homme tout en dénonçant les États-Unis et leurs nombreux alliés. Notre ambassadeur auprès des Nations Unies, Nikki Haley, a présenté un programme clair de réforme, mais en dépit de mises en garde répétées, aucune mesure n'a été prise. Par conséquent, les États-Unis ont choisi la seule issue responsable. Nous nous sommes retirés du Conseil des droits de l'homme. Nous n'y retournerons pas, à moins qu'il y ait de vraies réformes. Pour les mêmes raisons, les États-Unis n'apporteront aucun soutien pour reconnaître la Cour pénale internationale. En ce qui concerne les États-Unis, la CPI n'a pas de compétence, pas de légitimité et pas d'autorité. La CPI prétend une compétence quasi universelle pour les citoyens de tous les pays, violant ainsi tous les principes d'équité en termes de justice et de procédures régulières. Nous ne renoncerons jamais à la souveraineté américaine pour une bureaucratie mondiale non élue. L'Amérique est gouvernée par les Américains. Nous rejetons l'idéologie du mondialisme et nous embrassons la doctrine du patriotisme. Dans le monde entier, des nations responsables doivent se défendre contre les menaces qui planent sur leur souveraineté, non pas simplement par la gouvernance mondiale, mais par d'autres formes de domination et de collusion également. En Amérique, nous en sommes profondément convaincus, la sécurité de l'énergie est capitale pour nous et pour nos alliés. Nous sommes le plus grand producteur d'énergie partout dans le monde. Les États-Unis sont prêts à exporter notre pétrole abondant et abordable, notre charbon propre et notre gaz naturel. L'OPEP et les pays de l'OPEP, comme à l'accoutumée, triche et fait payer le prix fort à toutes les nations. Ce sont des prix très élevés du pétrole qui sont fixés par l'OPEP. Ce n'est pas bien. Il faut que l'OPEP cesse d'augmenter les prix. Il faut au contraire que les prix diminuent et il faut contribuer à la protection militaire dès à présent. Nous n'allons pas accepter ces prix horribles encore plus longtemps. Une nation peut être vulnérable si elle est tributaire d'un seul fournisseur, vulnérable à l'extorsion. C'est pourquoi nous félicitons des pays européens tels que la Pologne, qui a pris la tête de la construction d'un oléoduc baltique pour que les nations européennes ne soient pas dépendantes de la Russie pour répondre aux besoins énergétiques. L'Allemagne va devenir entièrement dépendante de l'énergie russe si elle ne change pas immédiatement de cap. Ici, dans l'hémisphère occidental, nous sommes profondément attachés à notre indépendance. Nous refusons l'empiètement de pouvoirs étrangers expansionnistes. C'était la politique de notre pays depuis le président Monroe. Nous rejetons toute ingérence de nations étrangères sur le continent américain et aux États-Unis. Les États-Unis ont renforcé il y a peu les lois pour vérifier les investissements étrangers en raison des risques que cela peut supposer pour notre sécurité. Nous saluons la coopération avec les pays de la région et les pays du monde entier, des pays qui souhaitent nous emboîter le pas. Vous devez le faire pour votre propre protection. Les États-Unis travaillent également avec leurs partenaires d'Amérique latine pour faire face aux menaces qui pèsent sur la souveraineté en raison d'une migration incontrôlée. La tolérance au trafic d'êtres humains, la traite d'êtres humains, ce n'est pas humain, c'est une chose horrible.
C'est une ampleur sans précédent, c'est très cruel. L'immigration illégale finance la criminalité organisée, le flux de stupéfiants mortels. L'immigration illégale met en péril les citoyens qui travaillent dur, crée un cercle vicieux de crimes, de violence et de pauvreté. Ce n'est qu'en défendant nos frontières nationales, en détruisant les gangs criminels, que l'on pourra briser ce cycle et établir les vrais fondements de la prospérité. Toutes les nations dans cette salle ont le droit de déterminer leur propre politique de migration en fonction de leurs intérêts nationaux. Nous demandons également aux autres pays de respecter notre droit à faire de même. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi les États-Unis ne participeront pas au nouveau pacte mondial sur la migration. La migration ne devrait pas être régie par un organe international qui ne rend pas de compte à nos propres citoyens. Au bout du compte, la seule solution à long terme de la crise de la migration, c'est d'aider les personnes à forger des avenirs meilleurs dans leur pays d'origine. Il faut rendre leur grandeur à ces pays. À l'heure actuelle, nous sommes témoins d'une tragédie humaine. En guise d'exemple, le Venezuela. Plus de 2 millions de personnes ont fui les angoisses infligées par le régime socialiste Maduro et les parrains cubains. Il y a peu encore, le Venezuela était l'un des pays les plus riches du monde. Aujourd'hui, le socialisme a a poussé ce pays vers la faillite. La population souffre de pauvreté abjecte. Là où le socialisme, là où le communisme ont été introduits, il y a eu déchéance et souffrance. La soif de pouvoir du socialisme entraîne l'expansion, l'incursion et la répression. Toutes les nations du monde devraient résister au socialisme et à la misère que le socialisme entraîne pour tous. Dans cet esprit, nous demandons aux nations réunies ici de se joindre à notre appel pour demander le rétablissement de la démocratie au Venezuela. Aujourd'hui, nous annonçons de nouvelles sanctions contre le régime oppressif. Nous ciblons le cercle des proches et des conseillers de Maduro. Nous sommes reconnaissants à tout le travail effectué par les Nations Unies pour aider les peuples du monde à construire des vies meilleures pour eux et pour leurs familles. Les États-Unis constituent le plus grand donateur au monde, de loin, le plus grand donateur d'aide étrangère, mais l'on ne nous donne pas grand-chose à nous. C'est pourquoi nous examinons de très près l'aide étrangère versée par les États-Unis. Mike Pompeo sera chargé de cet examen. Nous allons analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Nous allons voir si les pays qui reçoivent notre argent et qui bénéficient de notre protection ont bien nos intérêts à cœur. À l'avenir, nous ne verserons de l'aide étrangère qu'à ceux qui nous respectent et très franchement, qui sont nos amis. Et nous espérons que d'autres pays joueront leur rôle et financeront leur défense. Les États-Unis souhaitent que les Nations Unies soient plus efficaces et plus redevables. Je l'ai dit à maintes reprises, les Nations Unies ont un potentiel illimité. Dans le cadre de nos efforts de réforme, j'ai dit à nos négociateurs que les États-Unis ne paieraient pas plus de 25% du budget du maintien de la paix. Nous souhaitons ainsi encourager d'autres pays à contribuer et à payer leur part. Nous souhaitons
passer des contributions mises en recouvrement aux contributions volontaires pour que nous puissions cibler les ressources des États-Unis sur les programmes qui enregistrent le plus de succès. Si chacun de nous joue son rôle, si chacun paye sa part, alors nous pourrons promouvoir les aspirations les plus nobles des Nations Unies. La paix sans crainte, l'espoir sans désespoir, la sécurité sans excuse. L'histoire est importante dans cette salle et je pense à tous ceux qui sont venus prendre la parole à cette tribune. Et c'est la même question qui se pose, la question qui résonne dans les discours, dans les résolutions, ces paroles, ces espoirs. Quel est le monde que nous laisserons à nos enfants? Quelle nation laisserons-nous à nos enfants? Les rêves qui émaillent cette salle sont aussi divers que les nations représentées ici. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une histoire formidable. Il y a l'Inde, une société libre de plus d'1 milliard de personnes qui a su arracher des millions de personnes à la pauvreté et accroître sa classe moyenne. L'Arabie saoudite, où le roi et le prince héritier entreprennent des réformes audacieuses. Il y a Israël qui célèbre fièrement son 70e anniversaire en tant que démocratie prospère en Terre Sainte. En Pologne, le peuple défend son indépendance, sa sécurité et sa souveraineté. Beaucoup de pays poursuivent leur propre vision, leur vision unique, forgent leur propre avenir et tentent de réaliser leurs rêves, leur destin, leur héritage. Tous souhaitent un foyer. Le monde est plus riche. L'humanité va mieux en raison de cette formidable constellation de nations, chaque nation étant spéciale, unique, chaque nation brillant dans la partie du monde. Il y a des promesses formidables de personnes réunies par un passé commun et œuvrant à un avenir partagé. Les Américains savent quel est l'avenir qu'ils appellent de leur vœu. Nous savons quel est le type de nation que nous souhaitons être. En Amérique, nous avons foi dans la majesté de la liberté, dans la dignité de l'individu. Nous avons foi dans l'autogouvernement, dans l'état de droit. Et nous célébrons les cultures qui promeuvent notre liberté, une culture fondée sur des familles fortes, sur une foi profonde et sur une indépendance féroce. Nous célébrons nos héros, nous chérissons nos traditions et surtout, nous aimons notre pays. Pour tous ceux dans cette salle, pour tous ceux qui nous écoutent, dans le monde entier, il y a un cœur de patriote qui bat, un cœur qui ressent le même amour pour sa nation, la même loyauté intense pour votre patrie. Cette passion qui consume le cœur des patriotes et l'âme des nations a été source d'inspiration pour les réformes et pour les révolutions, pour les sacrifices et pour l'abnégation, pour les percées scientifiques et pour d'extraordinaires œuvres d'art. Notre tâche, c'est de ne pas le gommer, mais bien de l'embrasser. Nous devons nous fonder sur cette sagesse ancienne, de trouver la volonté de rendre nos nations plus grandes, nos régions plus sûres, notre monde meilleur. Pour libérer ce potentiel fabuleux dans nos peuples, nous devons défendre les fondements,
des nations souveraines et indépendantes sont les seuls vecteurs ayant permis de faire survivre la liberté, où la démocratie a perduré, où la paix a prospéré. Nous devons donc protéger notre souveraineté et notre chère indépendance par-dessus tout. Ce faisant, nous trouverons de nouvelles solutions pour la coopération. Nous trouverons une nouvelle passion pour faire la paix. Cette passion montera en nous. Nous trouverons de nouveaux objectifs, une nouvelle détermination, un nouvel esprit qui naîtra partout, et ce sera un monde plus beau dans lequel il fera bon vivre. Alors ensemble, choisissons un avenir de patriotisme, de prospérité, de fierté. Choisissons la paix, la liberté plutôt que la domination et la défaite. Réunissons-nous ici et défendons nos peuples, nos nations, pour toujours fortes, pour toujours souverains, pour toujours justes et pour toujours reconnaissants pour la grâce, pour la bonté, pour la gloire de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les nations du monde. Merci. On behalf of the... Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président des États-Unis d'Amérique pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je prie les représentants de rester assis pendant que nous accompagnons le président, après quoi nous allons observer une pause de 5 minutes avant d'entendre l'orateur suivant.